Dans les terres arides de Nouvelle-France, une colonie francophone perdue au cœur de l'Australie hostile, se dressait la mansion La Roche. C'était une bâtisse de pierre grise et froide, construite au milieu du XVIIIe siècle par un colon français dont la fortune provenait de sources que personne n'osait questionner. La maison était isolée, entourée de champs desséchés où seules quelques herbes mortes osaient pousser. Les rares voyageurs qui passaient dans la région détournaient le regard, pressant le pas, murmurant des prières. Au cœur de cette demeure maudite, dans un vaste sous-sol humide aux murs de pierre suintants, vivaient 7 enfants qui ne connaissaient rien d'autre que l'obscurité. Le plus âgé était Bastien, 16 ans, un garçon au corps décharné dont les os saillaient sous une peau d'une pâleur maladive. Ses cheveux noirs, longs et emmêlés, tombaient devant ses yeux enfoncés dans leurs orbites. Il avait le regard d'un animal traqué, toujours aux aguets, toujours méfiant. Ses mains étaient calleuses et sales, les ongles brisés d'avoir gratté les murs de pierre dans des moments de désespoir silencieux. Puis venait Lucien, 14 ans, le second garçon. Plus petit que Bastien mais tout aussi maigre, il avait développé une courbure dans le dos, à force de dormir recroquevillé sur le sol de pierre humide. Ses yeux gris reflétaient une intelligence vive malgré la faim constante qui le rongeait. C'était lui qui posait des questions, lui qui observait avec une curiosité que même la captivité n'avait pu éteindre. Les 5 filles complétaient cette famille brisée. Geneviève et Aurélie, jumelles de 12 ans, se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, avec leurs cheveux châtains ternes et leurs visages émaciés. Elles communiquaient dans un langage qui leur était propre, fait de regards et de gestes subtils. Leur corps frêle tremblait constamment dans le froid perpétuel du sous-sol. Victoire, 9 ans, était la plus fragile de tous. Son corps semblait presque transparent, sa peau si fine qu'on voyait les veines bleues courir dessous. Elle serrait contre elle un morceau de tissu pourri qu'elle considérait comme son trésor le plus précieux. Ses grands yeux noirs étaient constamment emplis de larmes qu'elle ne versait jamais. Rosalie, 6 ans, et la petite Manon, 4 ans, étaient les plus jeunes. Rosalie avait des boucles blondes, sales et emmêlées, et un visage d'ange déformé par la malnutrition. Manon, si petite qu'elle semblait avoir 2 ans plutôt que 4, parlait à peine, émettant seulement de faibles gémissements quand elle avait faim ou froid. Le sous-sol était leur univers entier. C'était une grande pièce rectangulaire avec un plafond voûté si bas que Bastien devait se courber pour ne pas se cogner la tête contre les poutres de bois noirci. Le sol était de terre battue, humide et froid, dégageant une odeur de moisissure et de désespoir. Les murs de pierre suintaient constamment, créant des traînées d'humidité qui serpentaient comme des veines noires. L'unique source de lumière était une lampe à huile que leur mère, Élise, allumait parcimonieusement. La plupart du temps, ils vivaient dans une obscurité presque totale, leurs yeux s'étant adaptés à distinguer les formes dans le noir. Quand la lampe était allumée, sa flamme vacillante projetait des ombres grotesques sur les murs, créant des spectres qui dansaient dans la pénombre. Élise avait été belle autrefois. On pouvait encore deviner les traits délicats sous la maigreur extrême, sous les cheveux grisonnants et emmêlés qui tombaient en désordre sur ses épaules osseuses. Elle avait 38 ans, mais en paraissait 60. Son corps portait les marques de la violence de multiples ecchymoses à différents stades de guérison. Des cicatrices anciennes qui formaient une carte de la cruauté sur sa peau pâle. Ses yeux, autrefois noisettes, étaient devenus ternes, vitreux, comme si une partie d'elle était morte il y a longtemps. Mais quand elle regardait ses enfants, une étincelle de vie revenait brièvement. Elle leur avait construit un monde. Pas un monde de liberté, non, mais un monde où l'horreur de leur existence était enveloppée dans des mensonges doux, des illusions nécessaires qui les protégeaient de la folie totale. « Mes enfants, disait-elle chaque matin de sa voix rauque et fatiguée, nous sommes une famille bénie, nous avons un toit, nous avons de la nourriture, nous avons les uns les autres. » Les enfants la croyaient parce qu'ils n'avaient aucune raison de ne pas la croire. Comment pouvaient-ils savoir que d'autres familles ne vivaient pas dans des sous-sols humides? Comment pouvaient-ils savoir que d'autres enfants ne dormaient pas sur des paillasses pourries infestées de vermine?
Comment pouvaient-ils savoir que la faim constante qui les rongeait n'était pas normale? Élise leur enseignait ce qu'elle pouvait. Elle leur apprenait à compter en utilisant des cailloux ramassés sur le sol de terre. Elle leur racontait des histoires de France, des récits déformés par le temps et le désespoir de son propre enfance lointain. Elle leur chantait des chansons de sa jeunesse, sa voix brisée, essayant de porter les mélodies dans l'air épais et vicié du sous-sol. Un jour, leur disait-elle parfois, quand vous serez grand et fort, vous verrez le monde d'en haut. Mais pour l'instant, vous devez rester ici. C'est plus sûr. Le monde là-haut est plein de dangers que vous ne pouvez pas comprendre. Les enfants acceptaient ces paroles comme des vérités divines. Le monde d'en haut était une abstraction, un concept aussi irréel que les histoires de dragons et de chevaliers qu'Élise leur racontait. Leur vie suivait un rythme dicté par la terreur. 3 fois par jour, peut-être 4 dans les bons jours, ils entendaient le bruit qui glaçait leur sang, le grincement de la porte en haut de l'escalier de pierre, le pas lourd sur les marches, l'arrivée de lui. Gaston de la Roche était un géant dans l'imagination des enfants. Un homme massif aux larges épaules, avec une barbe noire broussailleuse et des yeux d'un bleu glacial qui semblaient ne jamais cligner. Ses mains étaient énormes, capables d'enserrer le cou fragile d'Élise d'une seule main. Sa voix était un grondement grave qui résonnait dans le sous-sol comme le tonnerre. Quand il descendait, les enfants se recroquevillaient contre le mur le plus éloigné, formant un tas tremblant de membres squelettiques et de cheveux sales. Ils avaient appris à ne pas faire de bruit, à ne pas attirer son attention, car son attention signifiait la douleur. Il apportait la nourriture dans un seau de bois, du pain dur, souvent moisi, de la bouillie d'avoine froide et grumeleuse, parfois des restes de viande si avariés que même les chiens n'en auraient pas voulu. Il jetait le seau par terre, le contenu se renversant partiellement sur le sol humide. « Mangez, vermine !» grognait-il avant de se tourner vers Élise. Ce qui suivait était toujours la même horreur. Les enfants fermaient les yeux, se couvraient les oreilles, essayaient de ne pas entendre les bruits. Les cris étouffés d'Élise, les grognements de Gaston, le son de la chair frappant la chair. Parfois, cela durait quelques minutes, parfois des heures. Quand il repartait enfin, remontant l'escalier et claquant la porte derrière lui, le son des multiples verrous se refermant résonnait comme un jugement final. Élise restait effondrée sur le sol de terre, son corps brisé secoué de sanglots silencieux. Les enfants attendaient toujours quelques minutes avant de s'approcher, craignant que le monstre ne redescende. Puis Bastien, en tant qu'aîné, se levait prudemment et allait vers sa mère. « Maman » murmurait-il, sa voix à peine audible. Élise levait la tête, essuyait le sang de sa bouche avec le dos de sa main, et forçait un sourire terrible, brisé, mais un sourire quand même. « Je vais bien, mon chéri » mentait-elle. « Tout va bien. Votre père travaille dur pour nous nourrir. Il est fatigué, c'est tout. Il nous aime à sa façon. » Les enfants acquiesçaient, voulant croire ces mensonges parce que la vérité était trop terrible à envisager. Après chaque visite de Gaston, Élise se transformait. Elle mettait de côté sa propre douleur et devenait la mère dont ils avaient besoin. Elle partageait la maigre nourriture équitablement, s'assurant que les plus jeunes mangeaient en premier. Elle nettoyait les blessures des enfants avec de l'eau croupie d'un seau dans le coin. Elle les berçait quand ils pleuraient, chantait des berceuses quand ils avaient peur. Elle créait l'illusion de la normalité dans l'enfer. Les enfants avaient développé leur propre rituel pour survivre. Bastien, en tant qu'aîné, assumait le rôle de protecteur. Il était celui qui se plaçait entre ses frères et sœurs et leur père quand le danger semblait imminent. Son corps portait plus de cicatrices que les autres, témoignage silencieux de son sacrifice. Lucien était le conteur. Il inventait des histoires élaborées pour distraire les plus jeunes de la faim et du froid. Il parlait de héros et d'aventures, de palais dorés et de festins somptueux, de choses qu'il n'avait jamais vues, mais qu'il pouvait imaginer avec une clarté surprenante. Les jumelles, Geneviève et Aurélie, étaient inséparables. Elles dormaient enlacées, partageaient chaque miette de nourriture, pleuraient ensemble en silence.
Leur lien était si profond qu'elles semblaient parfois partager les mêmes pensées, les mêmes douleurs. Victoire vivait dans un monde à part. Elle parlait peu, préférant se réfugier dans sa propre imagination. Elle berçait son morceau de tissu comme si c'était un bébé, lui murmurant des secrets que personne d'autre n'entendait. Rosalie et Manon, les plus jeunes, ne connaissaient rien d'autre que cette existence. Pour elles, le sous-sol humide était l'univers entier, la faim était normale, l'obscurité était normale, la terreur était normale. Les jours se confondaient dans une succession monotone de souffrances et d'attentes. Il n'y avait aucun moyen de mesurer le temps. Pas de lumière du jour qui filtrait pour indiquer le matin ou le soir. Pas de calendrier pour marquer les jours. L'existence était un présent éternel de misère. Mais récemment, quelque chose avait commencé à changer chez Lucien. À 14 ans, son esprit curieux ne pouvait plus accepter passivement les explications de sa mère. Des questions commençaient à germer dans sa tête, des questions dangereuses qui menaçaient de fissurer l'illusion soigneusement construite. Pourquoi vivaient-ils dans le noir alors que leur mère parlait de lumière dans ces histoires? Pourquoi n'y avait-il jamais d'autres personnes, jamais de visiteurs? Pourquoi leur père les traitait-il comme des animaux s'il les aimait vraiment? Il gardait ces questions pour lui, observant, écoutant, cherchant des indices dans les mots de sa mère, dans les grognements de son père, dans les sons qu'il entendait parfois venant d'en haut, car il y avait des sons. Des bruits qu'il ne pouvait pas identifier, des craquements qui n'étaient pas les pas de Gaston, des voix lointaines qui ne ressemblaient à rien de ce qu'il connaissait, des choses qui suggéraient qu'il existait un monde au-delà du plafond de pierre de leur prison, un monde dont personne ne leur avait jamais parlé, un monde qui peut-être signifiait que tout ce qu'on leur avait dit était un mensonge. Et cette pensée, cette terrible possibilité, commençait à ronger Lucien de l'intérieur comme un ver dans un fruit pourri. Il ne savait pas encore qu'il était sur le point de découvrir une vérité si horrifiante qu'elle briserait son esprit et celui de ses frères et sœurs d'une manière dont il ne se remettrait jamais. Car dans l'obscurité du sous-sol de la mansion La Roche, l'ignorance était une bénédiction, et la connaissance serait une malédiction qui les condamnerait tous à la folie. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. Les jours continuaient leur cycle monotone et terrifiant. Mais pour Lucien, chaque moment devenait une opportunité d'observation, chaque son un indice, chaque mot de sa mère, une pièce d'un puzzle qu'il commençait à peine à entrevoir. Une nuit, si on pouvait appeler ça une nuit dans leur monde sans soleil, il resta éveillé longtemps après que les autres se soient endormis. La lampe était éteinte depuis des heures, les plongeant dans une obscurité si totale qu'elle semblait avoir une texture, un poids. Il pouvait entendre la respiration laborieuse de Victoire, la toux sèche de Manon, les gémissements occasionnels de sa mère qui souffrait d'une douleur constante. Mais il y avait autre chose, un son si faible qu'il aurait pu être imaginé, un murmure venant d'en haut, à travers les épaisses planches de bois et la pierre. Lucien se concentra, retenant sa respiration, tous ses sens tendus vers ce bruit mystérieux. C'était de la musique, une mélodie ténue, déformée par la distance et les obstacles, mais indubitablement de la musique. Pas la voix brisée de sa mère chantant des berceuses, mais quelque chose de différent, quelque chose qui venait d'un instrument qu'il ne pouvait pas identifier. Son cœur se mit à battre plus vite. Il n'avait jamais entendu ce son auparavant. Qu'est-ce que cela signifiait? Où cela venait-il? Il rampa silencieusement à travers le sous-sol, évitant les corps endormis de ses frères et sœurs, jusqu'au mur le plus éloigné. Là, il colla son oreille contre la pierre froide et suintante, écoutant avec une intensité désespérée. Les sons étaient plus clairs ici, la musique, oui, mais aussi autre chose, des voix, plusieurs voix différentes, pas seulement celle de Gaston, des rires, le tintement de ce qui ressemblait à du métal contre du métal. Lucien sentit quelque chose se briser en lui, pas complètement, pas encore, mais une fissure apparut dans les fondations de son monde. Il y avait des gens là-haut, plusieurs personnes. Elles riaient, parlaient,
écoutait de la musique. Elle vivait une vie que lui ne pouvait même pas concevoir. « Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Bastien le fit sursauter. Son frère aîné s'était approché silencieusement, ses yeux habitués à l'obscurité, voyant la silhouette de Lucien contre le mur. « J'écoute, » murmura Lucien. « Bastien, il y a des gens là-haut. Beaucoup de gens. » Bastien resta silencieux pendant un long moment. Puis il s'agenouilla à côté de son frère et colla sa propre oreille contre la pierre. Son visage, à peine visible dans le noir, se contracta de concentration. « Je les entends », murmura-t-il finalement, sa voix tremblante d'une émotion que Lucien ne pouvait pas identifier. « Qui sont-ils ?»« Je ne sais pas. Maman ne nous a jamais parlé d'autres gens. Elle dit que nous sommes seuls, que père travaille quelque part là-haut, mais ce ne sont pas les bruits d'un homme seul qui travaille, » termina Bastien. Les deux frères restèrent là, écoutant ensemble, leurs esprits luttant pour comprendre quelque chose qui défiait tout ce qu'on leur avait enseigné sur le monde. Finalement, Bastien se leva. « Ne dis rien aux autres. Pas encore. Cela les effraierait. » Lucien acquiesça, mais la graine du doute avait été plantée dans les deux esprits. Et une fois plantée, elle ne pouvait que grandir. Les jours suivants, Lucien devint obsédé. Il trouvait des excuses pour s'approcher des murs, écoutant pendant des heures, essayant de décoder les sons mystérieux du monde d'en haut. Il commença à remarquer des schémas. La musique venait toujours au même moment, les voix multiples aussi. Puis, il y avait de longues périodes de silence. Il commença aussi à observer sa mère plus attentivement. Les mensonges qu'elle avait toujours racontés prenaient maintenant une teinte différente. Quand elle parlait du monde dangereux là-haut, il voyait maintenant l'hésitation dans ses yeux. Quand elle disait qu'ils étaient bénis d'avoir un toit et de la nourriture, il entendait maintenant le désespoir dans sa voix. Elle savait que ce qu'elle leur disait n'était pas vrai. Elle les protégeait de quelque chose, mais de quoi? Un jour, après une visite particulièrement brutale de Gaston, alors qu'Élise était effondrée contre le mur, son visage tuméfié et saignant, Lucien s'approcha d'elle. Les autres dormaient, épuisés émotionnellement par le spectacle de violence qu'ils avaient été forcés d'entendre. « Maman, » murmura-t-il, « pourquoi père nous garde-t-il ici ?» Élise leva vers lui des yeux emplis de douleur et de peur. « Parce que c'est plus sûr, mon chéri. Le monde là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là-haut, maman, vraiment ?» Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle tendit une main tremblante et caressa le visage émacié de son fils. « Tu es trop jeune pour comprendre, » dit-elle finalement, sa voix brisée. « S'il te plaît, Lucien, ne pose pas de questions. Les questions sont dangereuses. Elles attirent sa colère. »« Mais maman, non !» Le mot sortit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Elle baissa immédiatement la voix, jetant un regard craintif vers l'escalier. « S'il te plaît, mon fils, pour ta propre sécurité, pour la sécurité de tes frères et sœurs, ne pose plus jamais ces questions. Promets-le-moi. » Lucien vit la terreur pure dans les yeux de sa mère. Pas la peur pour elle-même, elle avait dépassé ça depuis longtemps, mais la peur pour eux, pour ses enfants. « Je promets, » mentit-il. Mais la promesse était vide. Le doute avait pris racine trop profondément. Et le doute, une fois né, ne peut être étouffé. Les jumelles, Geneviève et Aurélie, remarquèrent le changement chez Lucien. Elles le voyaient chuchoter avec Bastien dans les coins sombres. Elles le voyaient presser son oreille contre les murs. Elles sentaient que quelque chose se préparait, quelque chose qui changerait tout. Une nuit, elles s'approchèrent de lui dans l'obscurité. « Qu'est-ce que tu caches ?» demanda Geneviève à voix basse. Lucien hésita. Bastien lui avait dit de ne rien dire, mais les jumelles étaient intelligentes. Elles méritaient de savoir. « Venez, » murmura-t-il. Il les conduisit au mur où les sons étaient les plus clairs et leur montra comment écouter. Les deux filles pressèrent leurs oreilles contre la pierre, et Lucien vit leurs yeux s'écarquiller dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est ?» chuchota Aurélie, sa voix tremblante. « Des gens, » répondit Lucien. « Il y a des gens là-haut, beaucoup de gens. Et je ne pense pas qu'ils soient dangereux comme maman le dit. Je pense que nous sommes prisonniers. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau stagnante.
prisonniers, un concept qu'ils ne comprenaient pas vraiment mais qui résonnait avec une vérité terrible dans leur cœur. « Si nous sommes prisonniers, dit lentement Geneviève, alors maman est prisonnière aussi. »« Oui, confirma Lucien. Et père. Père n'est pas quelqu'un qui nous protège. Il est celui qui nous garde enfermés. » Cette révélation était comme un poison se répandant dans leurs esprits. Tout ce qu'ils avaient cru, tout ce qu'ils avaient accepté, commençait à se décomposer. Les jours passèrent, et la connaissance se répandit lentement. Bastien, Lucien et les jumelles formèrent une alliance silencieuse. Ils protégeaient les plus jeunes de cette vérité terrible, mais entre eux, ils partageaient leurs observations, leurs théories, leurs peurs croissantes. Victoire, avec sa sensibilité particulière, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle devint encore plus silencieuse, se retirant plus profondément dans son monde imaginaire, serrant son morceau de tissu jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Rosalie et Manon, trop jeunes pour comprendre, continuaient leur existence comme avant, mais même elles sentaient la tension qui grandissait dans le sous-sol comme une tempête qui approche. Élise voyait tout. Elle voyait ses enfants plus âgés chuchoter dans les coins. Elle voyait la façon dont ils la regardaient maintenant, non plus avec la confiance aveugle de l'enfance, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié mêlée de peur. Elle savait que son mensonge s'effondrait, et elle était terrifiée de ce qui se passerait quand la vérité serait enfin révélée. Une nuit, Gaston descendit plus tard que d'habitude. Il était ivre, titubant sur les marches, une bouteille à moitié vide dans une main. Son visage était rouge, ses yeux injectés de sang. « Élise !» rugit-il. « Où es-tu, traînée ?» Les enfants se pressèrent contre le mur le plus éloigné, leur terreur habituelle multipliée par l'imprévisibilité de son état. Un Gaston sobre était déjà monstrueux. Un Gaston ivre était une force de destruction pure. Il s'avança vers Élise, qui s'était levée, plaçant instinctivement son corps entre ses enfants et le monstre. « Tu crois que tu peux me défier ?» cracha-t-il, son haleine chargée d'alcool emplissant le sous-sol. « Tu crois que ces vermis n'ont plus de valeur que le chien que je noierais dans la rivière ?»« S'il te plaît, Gaston, » supplia Élise, sa voix calme malgré la terreur. « Les enfants, les enfants !» Il rit, un son horrible et grinçant. « Mes petits secrets, mes prisonniers parfaits, ils ne sauront jamais, n'est-ce pas, Élise? Ils ne sauront jamais qu'à quelques pas d'ici, le monde continue. Que des gens vivent, rient, aiment. Ils ne sauront jamais qu'ils pourrissent ici pendant que la vie passe. » Lucien sentit son sang se glacer. Les mots de son père confirmaient tout ce qu'il avait suspecté. Ils étaient prisonniers. Le monde extérieur existait, et ils en étaient coupés par la volonté cruelle de cet homme. Gaston se tourna soudainement, son regard ivre balayant les enfants terrifiés. « Regardez-les, dit-il avec dégoût. Pathétiques, faibles. Ils ne survivraient pas un jour là-haut. Mais ici, ils sont à moi. Ma propriété, mon secret. » Il se tourna à nouveau vers Élise, la saisit par les cheveux. Ce qui suivit fut l'une de ses attaques les plus brutales. Les enfants fermèrent les yeux, se couvrirent les oreilles, mais rien ne pouvait bloquer les sons, les cris d'Élise, les grognements de Gaston, le bruit des coups. Quand il repartit enfin, montant l'escalier en titubant, laissant Élise inconsciente sur le sol, quelque chose avait changé irrévocablement dans le sous-sol. Bastien fut le premier à se lever, puis Lucien, puis les jumelles. Ils s'agenouillèrent autour de leur mère, voyant l'étendue des dégâts. Son visage était tuméfié au-delà de toute reconnaissance. Du sang coulait de son nez, de sa bouche. Sa respiration était superficielle et laborieuse. « Maman !» murmura Bastien, des larmes coulant silencieusement sur ses joues creuses. Élise ouvrit un œil, celui qui n'était pas complètement fermé par le gonflement. Elle essaya de sourire, mais cela ressemblait plus à une grimace de douleur. « Mais... enfant !» réussit-elle à articuler. « Je suis... désolé. »« De quoi es-tu désolé, maman ?» demanda Lucien, sa voix tremblante de rage et de chagrin. « De... tout. De vous, avoir menti, de ne pas vous avoir protégé. Mieux,
Et tu nous as protégés comme tu pouvais, dit Geneviève, caressant doucement les cheveux emmêlés de sa mère. Vous savez maintenant, dit Élise, ce n'était pas une question. Vous savez que nous sommes prisonniers, que le monde continue sans nous. Oui, confirma Bastien. Nous savons. Élise ferma les yeux, les larmes se mêlant au sang sur son visage. Je voulais vous épargner, vous donner une enfance, même ici, même dans l'enfer. Tu as fait ce que tu pouvais, dit Aurélie. Mais maintenant, que faisons-nous? C'était la question qui pesait lourdement dans l'air vicié du sous-sol. Maintenant qu'ils savaient la vérité, que pouvaient-ils faire? Ils étaient 7 enfants affamés et une femme brisée, prisonniers d'un monstre qui contrôlait chaque aspect de leur existence. Nous survivons, murmura Élise. C'est tout ce que nous pouvons faire. Mais dans les yeux de Lucien brûlait maintenant quelque chose de nouveau. Pas seulement la peur et la résignation qui avaient défini toute son existence. Quelque chose de plus dangereux, de l'espoir. Et avec l'espoir, la possibilité de l'action. Car maintenant qu'ils connaissaient la vérité, maintenant qu'ils savaient qu'un monde existait au-delà de leur prison, ils ne pouvaient plus accepter passivement son sort. Quelque part dans son esprit brisé par la privation et la souffrance, un plan commençait à germer, un plan désespéré, peut-être voué à l'échec, mais un plan quand même. Ils devaient sortir, d'une manière ou d'une autre, ils devaient atteindre ce monde qu'on leur avait caché, même si cela les tuait, parce que continuer à exister dans ce sous-sol, sachant maintenant ce qu'ils savaient, serait une mort lente de l'âme, une descente inévitable dans la folie. Et la folie, Lucien commençait à le réaliser, les attendait tous au bout du chemin. Car comment l'esprit humain pouvait-il rester intact face à une telle horreur, à une telle trahison de tout ce qui devrait être sacré entre un parent et un enfant? La mention Laroche gardait ses secrets depuis des décennies. Mais les secrets, même les mieux gardés, finissent toujours par éclater au grand jour. Et quand celui-ci éclaterait, il emporterait tout dans son sillage. Les semaines qui suivirent, la confession involontaire de Gaston furent marquées par un changement subtil mais profond dans le sous-sol. Les enfants plus âgés se mouvaient maintenant avec un but nouveau, leurs yeux constamment tournés vers le plafond, vers l'escalier, vers tout ce qui pourrait représenter une issue. Lucien était devenu obsédé. Il passait chaque moment de veille à explorer leur prison, cherchant une faiblesse, une fissure, n'importe quoi qui pourrait représenter une opportunité. Ses doigts tâtonnaient le long des murs de pierre, testant chaque bloc, cherchant celui qui pourrait être desserré. Bastien l'aidait, bien que son rôle de protecteur le rendait plus prudent. Il craignait que leur tentative d'évasion n'attire la fureur de Gaston sur les plus jeunes, mais il comprenait aussi que l'alternative, continuer à vivre dans ce mensonge maintenant exposé, était insoutenable. Un jour, alors que les enfants fouillaient dans le coin le plus sombre du sous-sol, Lucien découvrit quelque chose. Ses mains rencontrèrent du bois pourri là où il aurait dû y avoir de la pierre solide. Son cœur s'emballa. « Bastien !» siffla-t-il. « Viens voir. » Son frère s'approcha rapidement. Ensemble, ils examinèrent la découverte. C'était une vieille planche, cachée derrière des décennies d'accumulation de moisissures et de saleté. Et derrière la planche, ils sentaient un courant d'air. Faible, mais indéniable. Un conduit d'aération, murmura Bastien. Il doit mener quelque part. Ils travaillèrent silencieusement, arrachant la planche pourrie avec leurs mains nues, ignorant les échardes qui s'enfonçaient dans leur chair. Derrière, il y avait effectivement un conduit, étroit et sombre, mais assez large pour qu'un corps mince puisse s'y glisser. « Je peux passer, » dit immédiatement Lucien. « Je suis assez petit. »« C'est trop dangereux, » objecta Bastien. « Tu ne sais pas où ça mène. Tu pourrais te perdre, te coincer, ou je pourrais trouver une sortie, » contra Lucien, ses yeux brillants d'une détermination féroce. « Bastien, c'est notre seule chance. Nous devons essayer. » Bastien regarda son jeune frère, voyant dans ses yeux une résolution qu'aucun enfant de 14 ans ne devrait posséder. Finalement, il hocha la tête. « Mais pas maintenant. Nous devons attendre le bon moment. Quand père est parti assez longtemps. » Ils rebouchèrent soigneusement le trou et attendirent. L'opportunité vint 3 jours plus tard.
Gaston descendit le matin, jeta leur nourriture habituelle et annonça d'une voix bourrue qu'il serait absent plusieurs jours pour affaires. C'était rare, mais cela arrivait occasionnellement. Les enfants savaient qu'ils auraient peut-être 2 ou 3 jours avant son retour. Dès qu'ils entendirent la porte au sommet de l'escalier se verrouiller, puis les pas de Gaston s'éloigner, Lucien et Bastien se précipitèrent vers le conduit. Les jumelles, maintenant au courant du plan, aidèrent à dégager l'ouverture. « Tu es sûr ?» demanda Bastien une dernière fois, la peur pour son frère évidente dans sa voix. « Oui », dit Lucien fermement. Élise, allongée sur sa paillasse, trop faible et brisée pour protester, regarda son fils se préparer à ramper dans le conduit obscur. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage tuméfié. « Lucien » appela-t-elle faiblement, « s'il te plaît, sois prudent. Si tu trouves une sortie, tu dois alerter quelqu'un. Dis-leur ce qui se passe ici. » Lucien s'agenouilla près de sa mère et embrassa son front. « Je reviendrai te chercher, maman. Je vous sortirai tous d'ici. Je te le promets. » Puis, avant que son courage ne le quitte, il se glissa dans l'ouverture étroite. L'obscurité du conduit était différente de celle du sous-sol. C'était une obscurité claustrophobe, oppressante, qui semblait vouloir l'étouffer. Le conduit était si étroit que ses épaules raclaient les parois de pierre de chaque côté. Il ne pouvait avancer qu'en rampant sur le ventre, se propulsant avec ses coudes et ses genoux. La pierre était rugueuse et froide, déchiquetant sa peau déjà fragile. Il sentait le sang couler de ses coudes, mais il continuait. Il devait continuer. Le conduit montait en pente douce. Lucien rampa pendant ce qui sembla être des heures, ses muscles faibles tremblant d'effort. Plusieurs fois, il pensa abandonner, faire demi-tour, retourner à la sécurité relative du sous-sol. Mais chaque fois, il pensait à ses frères et sœurs, à sa mère, et il trouvait la force de continuer. Puis il vit quelque chose, une faible lueur devant lui. Pas la lueur tremblante et orange de leur lampe à huile, mais quelque chose de différent. Quelque chose de plus blanc, plus pur. Son cœur battit plus vite. Il accéléra son rythme malgré l'épuisement, rampant désespérément vers la lumière. Le conduit débouchait sur une grille. À travers les barreaux de fer rouillés, Lucien vit quelque chose qui arrêta son cœur. Le jour, c'était le milieu de l'après-midi, et la lumière du soleil inondait ce qui semblait être une cour intérieure de la mansion. Lucien n'avait jamais rien vu de semblable. La lumière était si intense qu'elle lui faisait mal aux yeux, habitué à une vie entière d'obscurité. Il dut les fermer, les larmes coulant sur ses joues sales. Lentement, douloureusement, il les rouvrit, laissant ses yeux s'adapter petit à petit. Ce qu'il vit le stupéfia. La cour était magnifique. Il y avait des fleurs, des vraies fleurs vivantes, dans des couleurs qu'il n'avait jamais imaginées. Rouge, jaune, violet, orange, toutes brillant sous le soleil. Il y avait de l'herbe, verte et luxuriante, ondulant doucement dans une brise qu'il pouvait sentir à travers la grille. Des arbres s'élevaient vers un ciel d'un bleu impossible, leurs feuilles bruissant avec un son doux et apaisant. Et puis, il vit les gens. Il y avait une femme dans la cour, vêtue d'une robe propre et colorée, suspendant du linge à sécher. Elle chantonnait une mélodie joyeuse, son visage souriant tourné vers le soleil. Près d'elle, 2 enfants jouaient, des enfants avec des joues rondes et des corps sains, riant et courant sans peur. Lucien sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était pas une petite fissure comme avant, c'était un effondrement complet. Toute sa compréhension du monde, toute sa réalité s'écroula en cendres. Il n'était pas seul. Le monde n'était pas dangereux et effrayant. Les gens là-haut ne vivaient pas dans la terreur et la souffrance. Ils vivaient dans la lumière, dans la beauté, dans la joie. Et lui, ses frères et sœurs, sa mère, ils avaient été volés de tout cela, emprisonnés dans l'obscurité pendant que le monde continuait à briller au-dessus de leur tête. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. « S'il vous plaît » croassa Lucien, sa voix rauque et brisée. « S'il vous plaît, aidez-nous » La femme ne l'entendit pas. Elle était trop loin, et sa voix était trop faible. Il essaya de crier plus fort, mais ses cordes vocales, peu habituées à être utilisées fortement, refusèrent de coopérer.
Il tenta de secouer la grille, mais elle était solidement fixée dans la pierre. Ses mains faibles ne pouvaient pas la bouger. La panique commença à monter en lui. Il était si proche de la liberté, de l'aide, du salut. Mais il ne pouvait pas l'atteindre. Il resta là pendant des heures, regardant la scène de normalité se dérouler devant lui. Il vit la femme rentrer avec son linge. Il vit les enfants être appelés à l'intérieur. Il vit le soleil commencer à descendre dans le ciel, peignant le monde de couleurs dorées et roses qu'il n'aurait jamais imaginées. Et pendant tout ce temps, personne ne savait qu'il était là. Personne ne soupçonnait que sous leurs pieds, 7 enfants et une femme brisée vivaient dans les ténèbres. Finalement, alors que l'obscurité commençait à tomber, Lucien comprit qu'il devait retourner. Il était épuisé, affamé, assoiffé, et il devait dire aux autres ce qu'il avait découvert. Le voyage de retour fut un cauchemar. Ses membres tremblaient de fatigue. Plusieurs fois, il pensa qu'il ne pourrait pas continuer, qu'il mourrait là, coincé dans ce conduit étroit. Mais la pensée de ses frères et sœurs qui l'attendaient le poussa en avant. Quand il émergea enfin dans le sous-sol, tombant de l'ouverture comme un cadavre, Bastien se précipita vers lui. « Lucien, mon Dieu, nous pensions que tu étais mort. Tu es parti pendant presque une journée entière. » Lucien resta allongé sur le sol de terre, son corps secoué de sanglots. Il ne pouvait pas parler, ne pouvait que pleurer, le poids de ce qu'il avait découvert l'écrasant complètement. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Geneviève, s'agenouillant près de lui. « Qu'as-tu vu ?» Finalement, après ce qui sembla être une éternité, Lucien trouva sa voix. Elle était rauque, brisée, chargée d'une horreur qui glaça le sang de tous ceux qui l'entendirent. « J'ai vu le monde, » murmura-t-il. « J'ai vu le soleil, des fleurs, des gens heureux, des enfants qui jouent et qui rient. J'ai vu tout ce qu'on nous a volé. » Le silence tomba dans le sous-sol comme un linceul. Même les plus jeunes, Rosalie et Manon, semblaient comprendre que quelque chose de terrible venait d'être révélé. « Le monde là-haut n'est pas dangereux, » continua Lucien, sa voix montant maintenant vers quelque chose qui ressemblait à de l'hystérie. « Il est beau, il est merveilleux, et nous pourrissons ici pendant que les autres vivent. Pendant toutes ces années, nous aurions pu être là-haut, dans la lumière, vivant comme des êtres humains normaux. »« Lucien, calme-toi, » dit Bastien, mais sa propre voix tremblait. « Me calmer ?» Lucien se leva brusquement, chancelant sur ses jambes faibles. « Comment puis-je me calmer? Nous avons été volés de nos vies. Maman !» Il se tourna vers Élise, qui pleurait silencieusement sur sa paillasse. « Pourquoi ? Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé croire que c'était normal ?» Élise leva vers lui des yeux emplis de douleur. « Pour vous protéger, » murmura-t-elle. « La vérité vous aurait détruit. Vous auriez passé chaque moment à désirer quelque chose que vous ne pouviez pas avoir. J'ai pensé que si vous croyiez que c'était normal, vous pourriez au moins avoir une forme de paix. » De la paix. Le rire de Lucien était un son terrible, brisé et aigu. Il n'y a pas de paix ici, il n'y a jamais eu de paix, juste de l'ignorance. Et maintenant que je sais ce qui existe là-haut, je ne peux plus. Il s'effondra, son esprit incapable de traiter l'énormité de ce qu'il avait découvert. Bastien le rattrapa avant qu'il ne tombe, le tenant pendant qu'il sanglotait de façon incontrôlable. Les jumelles se tenaient l'une l'autre, leurs visages pâles reflétant l'horreur de la révélation. Victoire serrait son morceau de tissu si fort que ses jointures étaient blanches comme de l'os. Même Rosalie et Manon pleuraient, bien qu'elles ne comprennent pas vraiment pourquoi. « Nous devons sortir », dit finalement Bastien, sa voix froide et déterminée. « D'une manière ou d'une autre, nous devons atteindre ce monde que Lucien a vu. Nous ne pouvons pas continuer à vivre ici. Pas maintenant. Pas après avoir su. »« Mais comment ?» demanda Aurélie. « La grille était bloquée, et même si nous pouvions sortir, Père nous tuerait s'il nous trouvait. »« Alors nous devons être intelligents, » dit Bastien. « Nous devons attendre le bon moment, et quand ce moment viendra, nous devons être prêts à tout risquer. » Élise écoutait, son cœur se brisant.
Elle avait passé tant d'années à construire leur bulle protectrice. Et maintenant, elle regardait cette bulle éclater, laissant ses enfants exposés à la vérité horrible de leur existence. « Je suis désolée », murmura-t-elle encore et encore. « Je suis si désolée. » Mais les excuses ne pouvaient pas réparer ce qui était brisé. La connaissance, une fois acquise, ne peut pas être effacée. Cette nuit-là, personne ne dormit vraiment. Ils restèrent tous éveillés dans l'obscurité, chacun perdu dans ses propres pensées, luttant pour réconcilier ce qu'ils avaient toujours cru avec la réalité dévastatrice. Lucien fixait le plafond invisible au-dessus de lui, voyant encore dans son esprit les couleurs brillantes du monde extérieur, le soleil, les fleurs, les enfants qui riaient. Chaque image était un coup de poignard dans son cœur. Il sentait quelque chose se tordre dans son esprit, quelque chose de fondamental qui commençait à céder sous le poids de la vérité. La folie l'appelait, douce et séduisante, promettant un refuge contre la douleur insupportable de la connaissance. Et il n'était pas le seul. Dans toute la famille, les graines de la folie avaient été plantées. Car comment l'esprit humain peut-il rester intact face à une telle trahison ? Comment peut-on continuer à être saint d'esprit quand on réalise que toute son existence a été un mensonge, une prison, une vie volée? La mention Laroche gardait toujours ses prisonniers, mais maintenant ces prisonniers connaissaient la vérité, et cette vérité, plus que les chaînes physiques, était ce qui les détruirait, car l'ignorance est une bénédiction, et la connaissance, dans ce cas, était la plus cruelle des malédictions. Les jours après la découverte de Lucien furent marqués par une transformation horrible de tous les habitants du sous-sol. La connaissance qu'un monde de lumière et de normalité existait à quelques mètres au-dessus d'eux rongeait leurs esprits comme un acide. Lucien fut le premier à montrer des signes de rupture mentale. Il passait des heures à fixer le plafond, murmurant des descriptions du monde qu'il avait vu. Le soleil, si brillant, les fleurs, rouges, jaunes, si belles. Sa voix prenait un ton distrait, comme s'il parlait depuis un endroit très lointain. Puis vinrent les crises. Sans avertissement, il se mettait à hurler, se griffant le visage et les bras jusqu'au sang, criant qu'il devait sortir, qu'il ne pouvait plus respirer dans ce tombeau. Bastien devait le maintenir au sol, pendant que son jeune frère se débattait comme un animal pris au piège. « Laisse-moi sortir ! Laisse-moi sortir !» hurlait Lucien, son corps maigre convulsant de rage et de désespoir. « Je dois retourner vers la lumière. Je meurs ici. Nous mourrons tous ici. » Après ces crises, il tombait dans un état de léthargie profonde, fixant le vide pendant des heures, ne répondant à rien ni personne. Son esprit semblait se retirer de plus en plus profondément en lui-même, cherchant refuge dans un endroit où la vérité horrible ne pouvait pas l'atteindre. Bastien essayait de rester fort, de maintenir une apparence de contrôle pour les autres. Mais la nuit, dans l'obscurité, il pleurait silencieusement. Le poids de la responsabilité, la connaissance de ce qu'ils avaient perdu, le sentiment d'impuissance face à leur situation, tout cela l'écrasait. Il commença à développer des tics, sa main droite tremblait constamment. Il clignait des yeux de façon compulsive. Et parfois, il se surprenait à rire sans raison, un rire creux et brisé qui effrayait même les plus jeunes. Les jumelles, Geneviève et Aurélie, réagirent différemment. Elles se retirèrent complètement dans leur propre monde, ne communiquant plus qu'entre elles dans leur langage privé. Elles refusaient de manger, devenant encore plus squelettiques qu'avant. Leurs yeux prirent une qualité vitreuse, comme si elles regardaient quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Elles commencèrent à construire quelque chose dans le coin le plus sombre du sous-sol. Avec des morceaux de bois pourris, des pierres détachées, des bouts de tissu, elles créèrent une structure bizarre qui ne ressemblait à rien de reconnaissable. Quand on leur demandait ce qu'elles faisaient, elles répondaient en chœur « Nous construisons notre sortie, notre porte vers la lumière ». Mais il n'y avait pas de porte. Juste un amas chaotique de débris qui n'avait aucun sens pour quiconque sauf elle. Victoire, déjà fragile avant, se brisa complètement. Elle cessa de parler entièrement, ne communiquant plus que par des gémissements et des pleurs.
Elle berçait son morceau de tissu jour et nuit, le pressant contre son visage, se balançant d'avant en arrière dans un mouvement perpétuel. Parfois, elle se mettait à rire, un rire aigu et hystérique qui résonnait dans le sous-sol comme le cri d'un oiseau blessé. Puis, sans transition, elle se mettait à pleurer avec une telle intensité qu'elle semblait se déchirer de l'intérieur. Elle développa aussi une habitude terrifiante de se cogner la tête contre le mur, encore et encore, jusqu'à ce que le sang coule. Bastien devait la retenir, l'empêcher de se faire du mal, mais dès qu'il la lâchait, elle recommençait. Rosalie et Manon, les plus jeunes, ne comprenaient pas pleinement ce qui se passait, mais elles absorbaient le désespoir ambiant comme des éponges. Rosalie cessa de jouer, restant assise, immobile pendant des heures, ses grands yeux fixant le vide. Manon régressa, perdant même les quelques mots qu'elle connaissait, communiquant seulement par des pleurs et des cris. Les deux petites filles commencèrent à avoir des cauchemars terrifiants, se réveillant en hurlant plusieurs fois par nuit. Elles parlaient de monstres qui les pourchassaient, de ténèbres qui les engloutissaient, de voix qui les appelaient depuis les murs. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Mais c'était Élise qui souffrait le plus. Elle voyait ses enfants se désintégrer mentalement sous ses yeux, et elle était impuissante à les aider. Chaque cri, chaque crise, chaque signe de folie grandissante était un couteau dans son cœur déjà brisé. Elle aussi sentait sa santé mentale vaciller. Les voix dans sa tête, qu'elle avait réussi à garder sous contrôle pendant tant d'années, devinrent plus fortes, plus insistantes. Elle lui disait qu'elle était une mauvaise mère, qu'elle aurait dû les protéger mieux, qu'elle aurait dû trouver un moyen de s'échapper il y a des années. « C'est ma faute », murmurait-elle constamment. « Tout est ma faute, mes pauvres enfants, mes pauvres, pauvres enfants. » Elle commença à se mutiler, griffant ses bras jusqu'à ce qu'ils saignent, s'arrachant les cheveux par poignées. La douleur physique était une distraction bienvenue de l'agonie mentale et émotionnelle. Le sous-sol, déjà un lieu de misère, devint un asile de fous. Les cris, les pleurs, les rires hystériques se mêlaient dans une cacophonie de folie. L'air même semblait chargé de désespoir, épais et difficile à respirer. Puis un jour, Gaston revint. Il descendit les marches comme d'habitude, portant leur nourriture pitoyable. Mais ce qui l'accueillit le stupéfia. Lucien était accroupi dans un coin, se balançant d'avant en arrière, murmurant sans cesse à propos du soleil et de la lumière. Les jumelles travaillaient frénétiquement sur leur construction insensée, leurs mains saignant alors qu'elles manipulaient les débris tranchants. Victoire se cognait la tête contre le mur, le sang coulant sur son visage. Rosalie et Manon pleuraient dans les bras l'une de l'autre. Bastien regardait fixement le mur, son corps secoué de tremblements incontrôlables, et Élise était effondrée sur sa paillasse, ses bras lacérés saignant sur le sol. Qu'est-ce que... Gaston laissa tomber le seau de nourriture, son contenu se répandant sur le sol. Bastien se tourna lentement vers son père. Ses yeux étaient ceux d'un fou, emplis d'une rage et d'un désespoir qui n'avait plus rien d'humain. « Nous savons, » dit-il d'une voix calme qui était plus terrifiante que n'importe quel cri, « nous savons ce que tu nous as fait, nous savons ce qui existe là-haut. Et maintenant nous perdons nos esprits. Tu as réussi, père, tu nous as brisés complètement. » Gaston recula, quelque chose comme de la peur traversant son visage pour la première fois. Il avait créé un enfer, et maintenant cet enfer se retournait contre lui. « Vous êtes tous devenus fous, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Bastien avec un sourire qui n'avait rien d'humain. « Oui, nous sommes fous, et c'est ton œuvre. Es-tu fier, père? Es-tu fier de ce que tu as créé ?» Gaston se précipita vers l'escalier, montant les marches deux par deux, fuyant la preuve de sa monstruosité. La porte claqua derrière lui, les verrous se refermèrent, et les 7 enfants et leur mère furent à nouveau seuls dans leur folie. Les jours se fondirent en une brume indistincte. Il n'y avait plus de routine, plus de structure, juste la descente continue dans la démence. Lucien passait des heures à gratter le mur avec ses ongles cassés, essayant de creuser vers la lumière qu'il avait vue. Ses doigts saignaient,
les os apparaissant à travers la chair déchirée, mais il continuait obsédé. « Presque là, murmurait-il, presque à la lumière. Je peux la sentir, si proche. » Les jumelles avaient terminé leur construction. C'était une structure tordue de bois et de pierre qui ressemblait vaguement à une porte. Elle s'asseyait devant, fixant son ouverture inexistante, attendant qu'elle s'ouvre sur leur liberté imaginaire. « Elle va s'ouvrir bientôt, » disait Geneviève. « Très bientôt, » répondait Aurélie, « et nous partirons vers la lumière. » Vers la lumière. Victoire ne bougeait presque plus. Elle restait recroquevillée, son morceau de tissu pressé contre son visage, émettant de faibles gémissements. Son front était couvert de croûtes de sang séchées, des nombreuses fois où elle s'était cognée contre le mur. Rosalie et Manon s'étaient créé leur propre réalité. Elles jouaient à des jeux imaginaires, prétendant être dans un jardin ensoleillé, cueillant des fleurs qui n'existaient pas, courant dans des champs qui n'étaient pas là. Leur voix enfantine décrivant un monde de beauté formait un contraste horrible avec la réalité sordide du sous-sol. Bastien était devenu le gardien silencieux de leur folie collective. Il ne parlait plus, se contentant d'observer les autres avec des yeux morts. Parfois, il riait, ce rire terrible et brisé. Parfois, il pleurait. La plupart du temps, il fixait simplement le plafond, perdu dans un endroit où personne ne pouvait le suivre. Élise, dans les rares moments où elle était lucide, priait. Elle priait pour la mort. Non seulement la sienne, mais celle de ses enfants aussi. Elle priait pour que Dieu, s'il existait, ait pitié d'eux et mette fin à leur souffrance. « Pardonne-moi, mon Dieu, murmurait-elle. Pardonne-moi de ne pas avoir été assez forte. Pardonne-moi d'avoir échoué à les protéger. Et s'il te plaît, mets fin à cela. Laisse-nous mourir, laisse-nous enfin trouver la paix. » Mais la mort ne venait pas. Ils continuaient à vivre, si on pouvait appeler ça vivre, dans leur enfer de folie et de désespoir. Gaston continuait à apporter de la nourriture, mais il ne restait plus longtemps. Il jetait le seau et repartait rapidement, incapable de faire face à ce qu'il avait créé. Même lui, dans sa cruauté, était secoué par l'ampleur de la destruction mentale qu'il avait causée. Le sous-sol de la mansion, la roche, n'était plus seulement une prison. C'était devenu un monument à la cruauté humaine, un témoignage de ce qui arrive quand l'espoir est volé et remplacé par la connaissance terrible d'un monde perdu. Les 7 enfants, chacun à sa manière, avaient perdu l'esprit, et leur mère, qui avait essayé si désespérément de les protéger, avait perdu avec eux. La folie était maintenant leur seul refuge, car la réalité, la terrible vérité de leur existence était trop horrible à supporter avec un esprit sain. Et dans l'obscurité humide du sous-sol, 7 âmes brisées continuaient leur lente dissolution, prisonnières non seulement de murs de pierre, mais aussi de leur propre esprit fracturé. La découverte de Lucien n'avait pas apporté la libération. Elle avait apporté quelque chose de bien pire, la conscience de l'enfer dans lequel ils vivaient. Et cette conscience les avait détruits plus sûrement que n'importe quelle violence physique n'aurait jamais pu le faire. Le passage du temps devint impossible à mesurer dans le sous-sol. Les jours, les semaines, peut-être même les mois, se fondaient en une existence unique et interminable de folie. Mais le monde extérieur continuait à tourner, ignorant l'horreur qui se déroulait sous la mansion Laroche. Ce fut un voyageur égaré qui déclencha finalement la découverte. Un homme traversant les terres arides de Nouvelle-France, cherchant un abri pour la nuit, frappa à la porte de la mansion. Gaston, méfiant mais ne voulant pas attirer l'attention par un refus, l'accueillit brièvement. Mais le voyageur, un homme au sens aiguisé par des années de vie dans la brousse, remarqua quelque chose d'étrange. Des sons venaient d'en bas. Pas des sons normaux, mais des cris, des rires hystériques, des gémissements qui glaçaient le sang. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à Gaston, pointant le sol. « Rien » répondit Gaston trop rapidement. « Juste les rats. Cette vieille maison en est infestée. » Mais ce n'étaient pas des rats. Le voyageur le savait, et quand il quitta la mansion le lendemain matin, il alla directement au village le plus proche et alerta les autorités. 3 jours plus tard, un groupe d'hommes du village, accompagnés d'un constable des colonies, arrivèrent à la mansion Laroche. Gaston essaya de les empêcher d'entrer, mais ils le maîtrisèrent et commencèrent à fouiller la maison.
Ce fut un jeune homme nommé Pierre qui trouva la porte du sous-sol. Les verrous, si nombreux et si complexes, racontaient leur propre histoire. Pourquoi fermer une porte avec autant de serrures si ce n'était pas pour emprisonner quelque chose? Ils forcèrent la porte. L'odeur qui s'échappa fut la première chose qui les frappa. Une puanteur de moisissure, d'excréments, de chair pourrie, de désespoir condensé. Plusieurs hommes reculèrent, couvrant leur nez et leur bouche. Le constable descendit prudemment les marches, une lanterne à la main. Ce qu'il vit au bas de l'escalier le hanterait pour le reste de ses jours. Le sous-sol était un tableau de l'enfer. Dans un coin, un garçon grattait frénétiquement le mur. Ses doigts réduits à des moignons sanglants, murmurant sans cesse à propos de la lumière. Deux filles identiques étaient assises devant un amas insensé de débris, attendant que leur porte s'ouvre. Une autre fille se cognait mécaniquement la tête contre le mur, son visage couvert de sang séché. Deux petites filles jouaient dans un coin, prétendant cueillir des fleurs invisibles, leur voix enjouée formant un contraste grotesque avec leur environnement. Un garçon plus âgé était debout au centre de la pièce, fixant le vide, son corps tremblant de façon incontrôlable. Et sur une paillasse pourrie, une femme au corps couvert de blessures et de cicatrices, ses cheveux grisonnants emmêlés, ses yeux vitreux fixant quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Mon Dieu !» murmura le constable, sa voix étranglée par l'horreur. « Mon Dieu tout-puissant, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Les autres hommes descendirent, leur visage devenant pâle alors qu'ils prenaient la mesure de l'atrocité. Ce n'étaient pas des hommes habitués à la délicatesse, ils avaient vu la dureté de la vie coloniale, mais rien ne les avait préparés à cela. « Ils sont tous fous », dit l'un d'eux, sa voix tremblante. « Complètement fous. » Bastien, le garçon au centre, tourna lentement la tête vers les nouveaux arrivants. Un sourire étrange étira ses lèvres. « Êtes-vous venus pour nous emmener vers la lumière ?» demanda-t-il d'une voix étrangement calme. Lucien a dit qu'il y avait de la lumière là-haut. « Sommes-nous enfin autorisés à la voir ?»« Oui, » répondit le constable, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, mon garçon, nous allons vous sortir de là, nous allons vous emmener vers la lumière. » Mais quand ils essayèrent de faire monter les enfants, ce fut une scène de chaos. Lucien hurla que le monde extérieur n'était qu'une hallucination, qu'il serait puni s'il y allait. Les jumelles refusèrent de quitter leur porte, insistant qu'elle allait s'ouvrir à tout moment. Victoire se recroquevilla, gémissant de terreur à l'idée d'être touchée. Rosalie et Manon se mirent à hurler quand on les prit dans les bras. Seul Bastien monta calmement, aidant les autres hommes à transporter ses frères et sœurs. Mais ses yeux restaient vides, son esprit clairement ailleurs. Élise dut être portée. Elle était trop faible pour marcher, son corps brisé par des années d'abus. Mais quand ils la sortirent du sous-sol, quand la lumière du jour toucha son visage pour la première fois en près de 2 décennies, elle émit un son qui n'avait rien d'humain. Un cri de douleur et de libération mêlés. Un son qui venait du plus profond de son âme brisée. Dehors, dans la cour qu'avait vue Lucien à travers la grille, les 7 enfants et leur mère furent rassemblés. La lumière du soleil était brutale sur leur peau pâle, les faisant cligner des yeux et pleurer. Certains se couvrirent les yeux, terrifiés par la brillance. D'autres fixaient le ciel avec une fascination horrifiée. Lucien tomba à genoux, ses mains touchant l'herbe pour la première fois de sa vie. « C'est réel », murmurait-il. « C'est vraiment réel. La lumière, les couleurs, tout est réel. » Puis, il éclata de rire. Un rire terrible et brisé, qui se transforma en sanglots. Il se roula dans l'herbe, pleurant et riant simultanément, son esprit incapable de traiter la réalité de sa libération. Les villageois qui s'étaient rassemblés regardaient la scène avec horreur et pitié. Beaucoup pleuraient, certains tombèrent à genoux et prièrent, d'autres détournèrent le regard, incapables de supporter la vue de tant de souffrances. Gaston fut arrêté sur place. Il ne résista pas, ne dit rien. Il regardait simplement ses prisonniers libérés avec une expression vide, comme s'il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si bouleversé. Les 8 survivants furent emmenés dans un hôpital improvisé dans le village. Des médecins et des infirmières, choqués par leur état, firent de leur mieux pour les soigner.
Mais comment soigne-t-on des âmes si profondément brisées? Les enfants étaient sévèrement malnutris, leur corps rabougri et déformé par des années de privation. Ils souffraient de multiples maladies, d'infections, de blessures non soignées. Mais le pire, c'était leurs esprits. Lucien oscilla entre des états de catatonie et d'hyperactivité maniaque. Il refusait de dormir dans une pièce fermée, hurlant qu'il étouffait. Mais dehors, sous le ciel ouvert, il paniquait, disant que c'était trop grand, trop vaste, qu'il allait se perdre. Les jumelles restèrent inséparables, créant leur propre réalité alternative. Elles insistaient qu'elles n'étaient pas vraiment dehors, que c'était juste un autre rêve, et qu'elles se réveilleraient bientôt dans le sous-sol. Victoire ne parla plus jamais. Elle passa le reste de sa courte vie dans un état quasi végétatif, serrant son morceau de tissu, son esprit retiré dans un endroit où personne ne pouvait l'atteindre. Elle mourut 3 mois après sa libération, son corps tout simplement abandonnant la lutte. Rosalie et Manon, les plus jeunes, furent placées dans des familles d'accueil aimantes, mais elles ne s'adaptèrent jamais vraiment. Elles souffraient de cauchemars terribles, de crises de panique, d'une peur irrationnelle de l'obscurité. Elles développèrent des comportements autodestructeurs qui nécessitèrent une surveillance constante. Bastien, l'ancien protecteur, devint violent. Il s'attaquait à quiconque essayait de le toucher, voyant des menaces partout. Il passa le reste de sa vie dans et hors d'institutions, incapable de fonctionner dans le monde normal. Élise survécut physiquement, mais son esprit ne se remit jamais. Elle passa ses jours à regarder par la fenêtre, chantant doucement des berceuses, vivant dans un passé où elle pouvait encore protéger ses enfants. Elle mourut 10 ans après sa libération, son corps usé abandonnant finalement la lutte. Le procès de Gaston de la Roche fut bref. Les preuves étaient accablantes. Il fut condamné à mort. La sentence exécutée rapidement. Mais même sur le gibet, il ne montra aucun remords, aucune compréhension de la monstruosité de ses actes. La mention. La roche fut rasée jusqu'aux fondations. Le sous-sol fut rempli de terre et bétonné. Mais les villageois juraient que même après, on pouvait entendre des sons venant de sous le sol. Des pleurs, des rires, des murmures de folie éternelle. L'histoire des 7 enfants de la roche se répandit à travers les colonies, puis au-delà. Elle devint un conte d'avertissement, un rappel de la capacité humaine pour la cruauté. Mais plus que ça, elle devint un témoignage de quelque chose de plus sombre, de ce qui arrive quand l'espoir est volé, quand la vérité arrive trop tard, quand la lumière, si longtemps désirée, brûle plus qu'elle ne réconforte. Car les enfants avaient été libérés, oui, mais ils n'avaient jamais vraiment échappé au sous-sol. Leurs corps étaient sortis, mais leurs esprits, leurs âmes, restèrent à jamais prisonniers dans cette obscurité humide. Lucien, qui avait découvert la vérité, qui avait vu la lumière et était revenu la partager, vécut encore 15 ans après sa libération. Mais ce n'était pas vraiment vivre. Il errait comme un fantôme, parlant à des personnes qui n'étaient pas là, voyant des choses que personne d'autre ne pouvait voir. La nuit de sa mort, il était assis dans un jardin d'hôpital, regardant le coucher de soleil. Les infirmières dirent qu'il avait souri, quelque chose qu'il n'avait presque jamais fait depuis sa libération. « Enfin, murmura-t-il, enfin, je peux retourner dans l'obscurité. L'obscurité ne fait pas mal comme la lumière. » Puis il ferma les yeux et ne les rouvrit jamais. Les derniers mots de Bastien, prononcés juste avant sa mort dans une institution à 42 ans, furent « Nous n'aurions jamais dû savoir. L'ignorance était une bénédiction. La vérité nous a détruits. » Les jumelles moururent à quelques heures d'intervalle, même après avoir été séparées pendant des années. Elles furent enterrées ensemble, comme elles l'auraient voulu. Des 7 enfants de la Roche, seules Rosalie et Manon vécurent jusqu'à un âge avancé. Mais elles ne parlèrent jamais de leur temps dans le sous-sol. Le silence était leur seule protection contre les souvenirs qui les hantraient jusqu'à leur dernier souffle. L'histoire de la mention. La Roche devint une légende sombre dans la région de Nouvelle-France. Les parents l'utilisaient pour effrayer leurs enfants désobéissants. « Comporte-toi bien, ou tu finiras comme les enfants de la Roche. »
Mais ceux qui avaient vu les survivants, qui avaient regardé dans leurs yeux brisés, qui avaient entendu leurs cris dans la nuit, savaient que ce n'était pas une simple histoire. C'était un témoignage vivant de l'enfer que les humains peuvent créer pour d'autres humains. Des années après la destruction de la mansion, des voyageurs passant par la région juraient entendre des sons étranges, des rires d'enfants qui se transformaient en pleurs, des voix murmurant dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, une berceuse chantée par une voix brisée portée par le vent du désert, et parfois, lors des nuits les plus sombres, quand le ciel était couvert et qu'aucune étoile ne brillait, les gens disaient qu'on pouvait voir une faible lueur venant du sol où la mansion s'était tenue. Une lumière vacillante, comme celle d'une vieille lampe à huile, éclairant un enfer que personne ne devrait jamais avoir à endurer. Les 7 enfants de la roche n'existent plus. Leurs corps reposent dans des tombes dispersées, mais leur histoire, leur souffrance, leur folie, tout cela persiste, car certaines horreurs sont trop profondes pour être effacées par le temps. Et la vérité la plus terrible de toutes, ce n'était pas la captivité qui les avait détruits, c'était la découverte, la connaissance de ce qu'ils avaient perdu, la réalisation de ce qui leur avait été volé. Lucien, dans sa curiosité innocente, avait cherché la vérité. Et cette vérité avait brisé non seulement lui, mais tous ceux qui l'aimaient. Car parfois, l'ignorance n'est pas seulement une bénédiction, c'est une nécessité. Et quand elle est arrachée brutalement, elle laisse derrière elle non pas la libération, mais seulement la folie et le désespoir. La mansion La Roche n'est plus, mais son héritage de souffrance, de folie et de vérités horribles continue à hanter les terres arides de Nouvelle-France. Un rappel permanent que certaines prisons ne sont pas faites de pierre et de fer, mais de connaissances et de pertes. Et dans l'obscurité de notre propre esprit, nous portons tous nos propres sous-sols, nos propres secrets, nos propres vérités que nous n'osons pas affronter. Car, comme l'ont appris les 7 enfants de la roche, certaines vérités ne libèrent pas. Elles détruisent. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.